Alors, nous avons déjà parlé de la création du monde. Des acteurs principaux, des acteurs secondaires, et des créatures qui habitent dans cet univers. Est-ce qu'il ne serait pas temps de poser un cadre à cette histoire? Un cadre concret, je veux dire. Avec des paysages, des territoires, des royaumes, des villes et des villages. Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Nous allons parler un petit peu de Térémanthe, de Cœur-Franc et des Cités Franches, de Minarande par exemple, et du lac aux mille éclats. Ces noms ne vous disent rien? Changeons un peu tout ça. Tout se déroule dans un coin perdu d'océan, où trônent 3 petits continents. Presque des îles pour certains. Et s'il est fait mention plusieurs fois dans le roman de Plaine-Aride, par le biais de Zaïel, mais si, vous savez, le grand gaillard avec le casque à cornes. Lui là. Au volcan par contre, c'est le calme plat. En réalité, c'est Térémanthe qui va nous intéresser tout particulièrement. Alors, pourquoi l'histoire se déroule sur un si petit bout de caillou? Pourquoi les dieux sont si intéressés par ce continent alors que le reste du monde est si vaste? Allez savoir pourquoi. En réalité, il y a une explication. Mais comme d'habitude, vous la donner maintenant ne serait pas drôle. Bienvenue donc en Térémanthe. Vaste contrée abritant monts et vallées, plaines et forêts, villes fortifiées et villages solitaires. Bon, sur la carte, ils ne sont représentés que les éléments importants ou des éléments en rapport avec l'histoire. Vous vous doutez bien qu'il y a pléthore d'autres villages. Par exemple, jetez un œil aux montagnes pures qui accueilleront la prochaine enquête de ce vieil Albeus Mont Lointain. Ou encore, par ici, sombre pensée, une forêt pleine d'intrigues et de légendes, où Nival aura le plus grand des plaisirs à être envoyé. Mais je m'égare là. Parlons plutôt de géographie et d'un peu de politique. Nous avons donc au nord-est le royaume de Minarande. C'est un petit royaume, c'est vrai. Mais même si les hivers y sont rudes, il est prospère, et largement protégé par sa chaîne de montagnes. Adrone vient d'ailleurs de Dolène, petite cité de caractère avec son village et son château fortifié. La cité de Minarande est connue pour ses richesses et principalement ses nombreux dômes colorés. Mais tout ça par rapport à l'histoire, c'est très lointain. Ce qui nous intéresse davantage, c'est le territoire de la famille Eliante Azuré. Oui, je pense à toi, ami lecteur, et une autre personne en particulier à qui je renouvelle mes excuses pour l'épreuve. Je pense que cette personne saura se reconnaître. Le nom de la famille royale se prononce Eliante Azuré. En fait, la noblesse cœur-françoise porte toujours des noms composés, comme par exemple Eliante, qui est un genre de fleur jaune semblable à un soleil, comme le tournesol par exemple, et Azuré, parce que c'est quand même stylé. Il y a aussi Albeus Mont Lointain, par exemple, ou Barus Blanc Lys. Petit détail, là où le nom des villes se distingue par un trait d'union, les noms de famille, non. C'est comme ça. Cœur-Franc donc, la blanche citadelle, la capitale du royaume des Eliante Azuré. Elle ne s'est pas faite en un jour, bien sûr, mais c'est plus ou moins d'ici qu'est partie l'expansion de ce royaume, autrefois de taille modeste. De ce côté, c'est assez habituel. Des batailles, des alliances, des trahisons, et davantage de batailles ont permis l'unification donc de ce territoire sous une seule et même bannière, le soleil sur fond d'azur. Bien des années plus tard, on peut dire que la paix règne et que tout le monde est heureux. Et évidemment que non. Alors, sous prétexte d'invasion et de refus de coopération, une population s'est retrouvée jetée hors de Térémanthe et poussée à vivre, ou à survivre, sur les îles du Picardant, là au sud-ouest. Depuis, ils passent leur temps à harceler les côtes de Lande Verte. De vrais sauvages. Ils vénèrent une sorte de dieu volcan, ils s'habillent de peau, aucun raffinement. Ils passent leur temps à hurler à tout va quand ils attaquent. Enfin. Toujours est-il que dans ce grand tableau bleu, il y a une autre tâche, puisque en plus des barbares, il y a d'autres personnes qui ont décidé de se révolter contre l'autorité du roi. Allez savoir pourquoi. Tout a commencé au sein d'une communauté de riches marchands qui refusèrent de payer les taxes imposées, sous prétexte qu'elles augmentent sans cesse. Il faut dire qu'ils avaient un argument de poids. Après tout, c'est eux qui géraient le commerce avec l'Est, entre autres les épices avec au volcan. Vous savez, l'autre petit continent dont on n'a pas vraiment parlé. Et avant que le roi ait eu le temps de dire Cœur-Franc, une grande partie de l'Est du pays s'enflammait. Une fois de plus, les batailles se sont multipliées, de même que les morts. Et alors que le roi de l'époque pensait balayer cette rébellion d'un revers de la main, les révolutionnaires ont réussi à assaillir l'un des forts ceinturant la capitale. Est-ce que le roi de l'époque les a sous-estimés? Est-ce qu'ils étaient mieux équipés que prévu? Peut-être aidés par une autre puissance? Ou est-ce qu'ils étaient animés par une telle flamme que rien n'aurait pu les arrêter? Ça. Toujours est-il que cette guerre a été tellement coûteuse en vie,
au point que le fort assailli a été renommé le Fort Sanglant, la rage de la caste des marchands tellement puissante que le roi leur a concédé l'indépendance. Pas bon pour les affaires ça. Suite à ça, les marchands vainqueurs, pour le coup les plus riches, se sont rassemblés pour gérer le territoire. Et ainsi ont vu le jour les cités franches, dans le sens libre de l'autorité justement de Cœur Franc et de la famille royale. Le principe est simple, ce sont souvent d'anciens villages qui ont grandi en ville et chacune indépendante et sous l'autorité d'un seul et même marchand. Mais malgré tout, elles ont essayé de créer une sorte de communauté et se sont rassemblées derrière les mêmes remparts. Et là-bas, tout ce qui touche à Cœur Franc n'est pas bien vu. Aussi bien les soldats que par exemple les prêtres de leurs différents dieux. Depuis, les différents royaumes et autorités régnant sur Terre aimante semblent vivre dans une paix relative. Bien sûr, il y a toujours ces espèces de sauvages qui attaquent les côtes du sud et l'inimitié des cités franches perdure, mais l'actuel roi de Cœur Franc semble être un bon gars, droit et respectueux, mais peut-être un brin idéaliste. Enfin, que voulez-vous? Personne n'est parfait. Ah, il reste bien le cas de la cité en ruine au nord. En fait, c'est très étrange, parce que peu de gens ont pu l'approcher. Alors déjà, il y a de redoutables cavalières qui protègent la campagne environnante. Mais surtout, il y a un vent à décorner un bœuf qui se lève à chaque fois que quelqu'un approche. Je vous avais dit que c'était bizarre. Et pour en revenir rapidement sur ces cavalières, elles sortent de nulle part pour fondre sur les visiteurs indésirables et disparaissent aussi sec. Plus étrange encore, elles ont pris l'habitude de faire quelques sorties pour exécuter une ou deux personnes ayant des visées un peu douteuses. Elles peuvent attaquer des colonnes entières, mais ne supprimer que leur cible, avant de repartir. À part ça, c'est calme comme coin Terre aimante. Il y a des plages magnifiques, des forêts mystérieuses, des montagnes immaculées. Et si vous préférez les côtes, il y en a d'exceptionnelles près de Cœur Franc. Et si vous passez dans le coin, je vous conseille vivement de vous arrêter au lac aux 1000 éclats. Ça vaut le détour. Si vous avez besoin d'autres conseils touristiques, je me ferai un grand plaisir de vous guider. Je lirai vos questions et vos remarques avec beaucoup d'intérêt. Je vous souhaite donc bonne visite et à bientôt pour de nouvelles aventures.